10 € offerts et votre premier pari remboursé en cash avec le lien en description. Allons-nous vivre la première ligue du siècle, les amis? J'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo en ce mercredi 6 août. Dans 4 jours, dimanche, c'est déjà le Community Shield qui annonce un petit peu à Wembley le début de la saison 2025-2026, en tout cas en Angleterre. Et ça va pas tarder derrière parce que c'est le week-end d'après. Vendredi 15 août, Liverpool-Bournemouth, la première journée de Première Ligue. Et cette Première Ligue, ok, elle démarre dans 9 jours, mais elle s'est déjà bien activée en coulisses. 2,1 milliards dépensés par les 20 clubs de l'élite. Un bilan total, en prenant en compte les achats, de moins 1 milliard. C'est beaucoup. On va vers quelque chose d'assez fou. Est-ce que ce sera la première ligue du siècle? Et pour déterminer ça, j'ai essayé de poser 10 questions qui vont peut-être nous permettre d'y voir un petit peu plus clair. Si le format vous plaît, pourquoi pas le reproduire pour d'autres championnats? Je ne sais pas si les autres ligues seront les ligues du siècle. Est-ce que la première ligue, ce sera le cas? La première question qui m'intéresse, et on va les faire par ordre d'importance, de la 10e à la première. La première, les promus sont-ils d'ores et déjà condamnés? La saison dernière, si vous vous souvenez, Leicester, Ipswich et Southampton, les 3 promus, sont redescendus immédiatement. Ils avaient un total de points, 25 plus 22 plus 12 points pour Southampton. Ça fait un total de points de quoi? Si je compte bien 59, ça n'aurait pas été suffisant, 59 points, pour aller chercher les places européennes. Ça les aurait mis derrière Brighton. Les 3 cumulés, on avait constaté un delta assez significatif, un fossé qui s'est peut-être creusé entre le Championship et la Première Ligue. Est-ce que cette fois, Burnley, Leeds et Sunderland qui sont montés vont rester? Est-ce qu'un des 3 va rester en Première Ligue? Peut-être on peut commencer par Sunderland, qui est monté via les playoffs, donc qui était l'équipe la moins bien classée des 3 et qui est monté avec des sacrés playoffs. Ils ont gagné, si vous n'avez pas vu la vidéo, leur demi-finale de Championship, match retour grâce à un but à la 120 plus 2 dans le temps additionnel des prolongues du match retour, tête sur corner. Ils se qualifient pour la finale et ils remportent la finale à Wembley, encore une fois, avec un but dans le temps additionnel. Donc Sunderland, on en a parlé il n'y a pas longtemps parce que j'ai fait cette vidéo sur les équipes à suivre, peut-être, qui font un mercato intéressant. Sunderland, ils font le 3e plus gros mercato de l'histoire pour un club promu en Première Ligue, derrière Villa et Forest. Ils ont déjà claqué 131 millions et ils ne donnent pas de signe de s'arrêter. C'était déjà en Championship l'équipe la plus jeune de la seconde division, 23,5 ans de moyenne d'âge, et ils ont continué sous le management de Kerry Louis-Dreyfus, avec Régis Lepré en tant que coach. Ils ont continué d'empiler les petites pépites. Shemseddine Talbi, comme on en a parlé, 20 ans en Champions, qui vient de Bruges pour 20 millions par exemple. Enzo Lefebvre, ils l'ont transformé en un transfert définitif. Simon Adingra, qui a que 23 ans. Habib Diarra de Strasbourg, 21 ans. Le petit Noah Sadiki au milieu de l'Union. Ceux qui suivent le championnat belge, on parlait pas mal de Noah Sadiki. Gros talent, mon pote, qui m'en parle tout le temps. 20 ans, gros talent. Et en plus de tous ces petits jeunes, ils ont fait par exemple Renildo, ok, de l'Atlético Madrid libre, mais Granit Xhaka. Avec Granit Xhaka, en plus de tous ces talents, est-ce que tu te donnes pas une petite chance de te maintenir dans l'élite? Ça va être chaud, mais ils sont à suivre, les boys de Sunderland. Après, il y a Burnley. Burnley, c'est peut-être un peu compliqué. Ils se sont qualifiés à la 2e place de Championship. Ils ont tapé les 100 points comme Leeds. Pour le coup, grosse performance de leur expected goals. Trafford dans les buts a fait une énorme saison de shot stopping. Et derrière, City l'a acheté pour plus de 30 millions pour faire le backup d'Ederson, visiblement. CJ Egan-Riley aussi, qui a été tellement important pour eux en défense centrale, bien sûr, est parti libre à Marseille. Et Josh Brownhill, qui apparemment était un joueur clé pour eux dans leur saison de Championship, lui aussi est libre, va s'en aller. Alors, ils ont encore, sur leur qualité défensive, par exemple, Maxime Estève, qui a fait une très bonne saison, 23 ans, dans un profil défenseur central classique, très dur à battre. Il va rester, ça c'est une bonne nouvelle pour eux. Ils ont recruté un peu, par exemple, Hartmann du Feyenoord, 23 ans. Ils ont quelques petits joueurs, Kyle Walker, petit joueur de 35 ans qui vient apporter son expérience de la Première Ligue. Ils ont fait quelques coups et ils ont par exemple Marcus Edwards, on s'en souvient, le dribbleur fou, bon, il a déjà 26 ans, et quelques gars ici et là. Ça semble un peu difficile pour Burnley, mais on verra. Et enfin, Leeds. Alors Leeds, moi déjà je kiffe Daniel Farke depuis l'époque Norwich, je pense très bon coach.
Et Leeds, pour le coup, eux, ils ont fait une vraie saison de champion. Les chiffres avancés sont assez hardcore. Si on regarde la différence d'XG, plus 59,5, ils mettent, c'est plus qu'une distance, ils mettent des années-lumière à tous les mecs, toutes les équipes qui étaient derrière eux. Burnley, par exemple, qui a fini deuxième, c'était plus 18,4. Ils étaient, Burnley, la deuxième meilleure équipe de Championship, mais Leeds, plus 59,5. Peut-être qu'ils ont une base suffisante pour se maintenir en Première Ligue. Mais ça va pas être facile. Qui prendrait leur place s'il y en avait un des trois, ou deux des trois, ou trois des trois qui devait descendre, qui devait rester, je veux dire, qui prendrait leur place, qui descendrait parmi les 17 équipes actuelles de l'élite. Bon, on voit les équipes qui ont été en très très grande difficulté la saison dernière. West Ham, Manchester United, les Wolves, Tottenham, Leicester. Leicester a descendu, mais entre les quatre, ils étaient en difficulté aussi. Mais voilà, peut-être ces quatre équipes entre 43 et 38 points. Derrière, il y avait un petit peu plus de sécurité pour Everton. Et après, Crystal Palace fait même une bonne saison avec en plus la Cup. Est-ce qu'une de ces quatre descendrait potentiellement? West Ham, c'est assez difficile. On va voir ce qu'ils vont faire. Ils ont pris Todibo 40 millions, El Hadji Malik Diouf, que j'aime beaucoup, 22 millions. Très très bonne prise. Callum Wilson libre. Walker Peters, ok, ils ont vendu Kudus. Bon, sous Graham Potter, est-ce qu'ils vont faire suffisamment pour se maintenir? Ils ont quand même un Paqueta qui normalement en plus plus de problèmes par rapport à toutes ces histoires. James Ward-Prowse, par contre, si on veut une histoire de chute libre complète, c'est Ward-Prowse, incroyable depuis quelques années. On verra pour West Ham. Les Wolves peut-être sont en danger. Ils ont perdu Mateus Cunha, ils ont perdu Ryan Aït-Nouri. Est-ce qu'ils ont suffisamment recruté? Et l'année dernière, c'était un petit peu compliqué, donc peut-être attention à eux. Et peut-être, on n'a pas parlé pour l'instant. Ouais, regardez, en plus, West Ham et les Wolves, c'était les deux équipes en différentiel d'XG qui étaient vraiment le plus proches. Bon, même si Ipswich, Leicester et Southampton, on est sur des autres chiffres complètement. Hein. Mais c'est vrai que peut-être les vraies moins bonnes équipes de Première Ligue parmi les maintenus, c'est West Ham et les Wolves. On verra pour la saison prochaine. Il y a peut-être un petit peu, parfois on se pose la question d'Everton. Il y a quelques années où ils en étaient pas loin. Bon, j'en ai parlé dans ma vidéo aussi, la dernière, sur les équipes à suivre. Je pense Everton, mine de rien, ils font un mercato plutôt intéressant. Tierno Barry, Adam Aznou, ils montrent des idées. Ils étaient positionnés sur Malik Fofana aussi. Ils vont garder Branthwaite. Ils ont... Alors, Everton, ils pourraient tirer un petit peu plus de leur coup de pied arrêté, qui est tellement important en Première Ligue, parce qu'ils ont, avec O'Brien, Branthwaite, Tierno Barry, Beto, Chermiti et Michael Keane, Nathan Patterson, ils ont genre 8 ou 9 joueurs de champ de plus d'1m88. Peut-être avec un meilleur tireur, peut-être avec un James Ward-Prowse élite s'ils l'avaient, ils en tiraient un petit peu plus. Mais Everton, l'année du nouveau stade, ils seront dans la conversation, ils vont devoir se battre, et ce sera sans doute leur objectif, le maintien. Mais s'ils continuent leur mercato est intéressant, peut-être qu'ils ne seront pas dans la conversation. En tout cas, on verra. Mais ouais, les promus sont-ils condamnés? C'est une question qui se pose avec force, parce que la saison dernière, on a vu le véritable delta qui existait entre les deux championnats. Donc, ça c'est une histoire de classe inférieure en souffrance, mais la saison dernière, c'était aussi celle de l'ascension de la classe moyenne. Peut-elle poursuivre cette ascension sociale? Entre la 5e Newcastle et la 11e place, Fulham, Newcastle, Aston Villa, Nottingham, Brighton, Bournemouth, Brentford, Fulham, c'est 7 équipes qui étaient en Championship il n'y a pas longtemps, qui sur les 7-8 dernières années ont été en Championship à un moment, et là qui se sont retrouvés à la lutte pour les places européennes, en Champions pour Newcastle, en Europa pour Aston Villa, Nottingham Forest très longtemps dans le top 4, ils ont vécu la désillusion, Aston Villa aussi le dernier jour, ils auraient pu prendre la Champions. Cette classe moyenne va-t-elle poursuivre son ascension? Et alors là, ça dépend sur qui on part. Par exemple, Brentford, je vais dire attention, gros signe de danger pour Brentford, ils ont perdu beaucoup de joueurs, comme on sait, Bemo, Norgard, leur coach Thomas Frank, qui l'ont remplacé par l'assistant, qui je crois n'a jamais eu encore de job de coach principal, même si dans le milieu, il est très respecté, et peut-être
Ce sera une bonne chose pour Brentford. En tout cas, mieux que d'avoir recruté ailleurs, quelqu'un qui connaît leur système. Et leur recrue, j'aime bien pour le coup. Keller, je trouve très très bonne recrue au poste de gardien. Ça, c'est super pour eux. C'est un mec qui est beaucoup plus qu'un numéro 2. Anthony Milambo du Feyenoord. Michael Kayode, j'en parlais il y a quelques années maintenant. Bon, qu'est-ce que ça a donné derrière la FIO? On n'a plus trop suivi, mais c'était un des prospects qu'on avait en tête. Jordan Henderson aussi qui retrouve donc la première ligue. Brentford, ils s'en tirent toujours pas trop mal, mais s'il y a une saison un peu de tous les dangers, ça ressemble à celle-là. Donc attention à eux. Ensuite, Fulham, Crystal Palace ont quasiment pas bougé pour l'instant. Benjamin Lecomte pris par Fulham. La balance des transferts, voilà, c'est ça. L'effectif, il n'a pas bougé, moins 500K euros. Donc on reste comme on est et on change pas grand-chose. Crystal Palace, c'est un petit peu pareil. Crystal Palace, qu'est-ce qu'on a? Walter Benitez arrivé libre, Borna Sosa, et sinon des départs libres, etc. Mais pas de grosses ventes, pas de gros achats pour l'instant. On verra pour Crystal Palace si Eze part, effectivement, mais pour l'instant, ça n'a pas trop bougé. Pour les vainqueurs de la FA Cup, peut-être qu'ils ne peuvent pas jouer l'Europa League à cause de nous, des eaux. Mais peut-être qu'ils sont dans l'optique de pas trop bouger et d'attendre l'été prochain pour avoir plus de cartouches, faire un mercato sur 2, ce qu'on est en train de voir un petit peu comme stratégie intéressante pour pas mal de clubs. Et il faut dire que Crystal Palace, comme Fulham, si on regarde encore une fois le différentiel d'XG la saison dernière, ils étaient pas mal du tout. Crystal Palace, ils auraient peut-être même pu faire mieux que 12e, ils ont peut-être été un peu mal payés. Ils ont terminé avec la 7e meilleure différence d'XG de la compétition. Et Fulham, voilà, mérite sa 10e, 11e place. C'était un différentiel d'XG positif. Peut-être qu'on s'inquiète pas trop pour ces deux clubs-là, qui depuis quelques années sont cool et montrent de la qualité suffisamment pour être des clubs de milieu de tableau et pas trop souffrir. Brighton, la question, parce que depuis quelques années, Brighton, ils sont devenus vraiment une équipe première partie de tableau qui challenge pour les places européennes, après avoir été souvent candidat à la descente. Là, depuis 2021-2022, 9e, 6e, 11e et 8e donc l'année dernière. Brighton qui fait toujours des prises très intéressantes et qui a fait encore quelques coups pas mal sur ce mercato. Par exemple, qui est en défense centrale, Boskagli du PSV Eindhoven libre. Ça ressemble à quelque chose de vraiment sympa. Maxime de Kuyper qu'ils ont pris à gauche, énorme. Je me demandais qui allait le faire. Brighton l'a fait. Très très bonne chose. Tom Watson qui a marqué le but de la qualif, le but de la finale de Championship pour Sunderland et derrière qui part à Brighton. Diego Coppola assez bien coté à l'Hellas Vérone. Et toute cette génération grecque, il y a pas mal de petits grecs qui poussent, on va en parler bientôt, mais Charalampos Kostoulas, prêt à l'Olympiakos pour 35 millions, un avant-centre, parce qu'ils ont vendu bien sûr João Pedro, ils ont consenti à quelques départs ici et là, Pervis Estupiñán, mais franchement, ils ont encore une belle équipe. S'ils gardent Baleba, qui commence à être un petit peu sur les listes, et dont on entend parler dans certains plus gros clubs, mais s'ils le gardent pas mal, honnêtement, ils ont encore pas mal de leurs joueurs. Leur Kaoru Mitoma qui est encore là. Minte, bonne saison l'année dernière, qui est là. Jorginho Rutter, peut-être pour continuer à exploser un petit peu. James Milner qui va battre le record de matchs en Première Ligue cette saison s'il en joue une quinzaine, je pense. Et ouais, par exemple, Jan-Paul Van Hecke qui a fait une très bonne saison aussi en défense centrale. Ils ont encore Verbruggen, un des meilleurs gardiens de l'élite. Brighton, de Fabian Hurtzeler, 32 ans. Je me fais pas trop de soucis pour eux et je me demande même jusqu'où ils peuvent aller. Bournemouth, c'est un petit peu comme Brentford. Attention, très bonne saison la saison dernière, mais derrière, ils ont perdu Kerkez, ils ont perdu Huysen, ils vont peut-être perdre Zabarni, s'il va effectivement au Paris Saint-Germain, même si ce transfert est de plus en plus en train de traîner. On verra ce que ça donne. Mais si tu perds en plus, ils ont lâché Kepa aussi. Tu perds grosso modo toute ta défense. Qu'est-ce que ça peut donner pour Bournemouth? Pour l'instant, leurs acquisitions, c'est pas mal. Petrovic, qui a fait une très très bonne saison à Strasbourg. Acheté donc à Chelsea 30 millions. Truffert aussi à gauche pour remplacer Kerkez. Pour moi, tant qu'ils ont Iraola, qui continue de faire des coups intéressants, ils ont gardé Semenyo aussi. Je pense qu'ils vont pas trop mal s'en sortir. Et ils ont pris Eddie Junior Kroupi, et dont j'ai envie de vous parler bientôt. Je suis en train de faire une vidéo un petit peu sur les petits cracks à suivre. J'ai vu ces quelques minutes de pré-saison, j'ai regardé le match de Bournemouth à partir du moment où il est entré, là, sur la dernière demi-heure, contre, j'ai envie de dire, Everton. Peut-être pas Everton, West Ham peut-être. Et bon, il n'y a pas eu grand-chose à signaler. Mais bon, peut-être voir un petit peu de Kroupi. S'il garde Justin Kluivert aussi, qui a fait une bonne saison. Ryan Christie, le monstre du pressing.
Ah, ils ont toujours un bon effectif, mais attention, c'est une petite saison de réadaptation, notamment en défense derrière, où ils vont devoir peut-être réduire légèrement les ambitions. Nottingham Forest, ils ont perdu Anthony Elanga, mais ils prennent Dan Endoy. Peut-être que grosso modo, ils vont s'y retrouver. Ils gardent Morgan Gibbs-White, ils l'ont même prolongé contre toute attente. Ça, c'est une bonne chose pour eux. Ils ont fini la saison difficilement et on l'a vu un petit peu. Grosse surperformance par rapport à leur différentiel d'XG. Ils finissent à plus 12 buts, mais c'était à moins 3.4 XG, donc en finissant 7ème, en étant dans les places européennes. C'était peut-être une saison de surperformance et peut-être qu'ils vont un petit peu régresser. Peut-être que le système Nuno Espirito Santo a quand même un petit peu ses limites. On verra pour Forest cette saison, mais sans doute qu'ils auront les bases pour peut-être si Chris Wood continue à planter autant. Peut-être qu'ils s'en sortiront. Enfin, Aston Villa, douloureux pour eux de rater la Champions le dernier jour. Et ils ont fait une grosse acquisition. Elle n'est pas encore ici. Mais pour épauler Oli Watkins, on se disait, bon, il faut un gars, même pour quand il n'est pas là. Je crois qu'il a fait un peu moins de 2500 minutes cette saison, si je ne dis pas de bêtises. Ils n'ont pas gardé Rashford. Ils n'ont pas gardé Asensio en prêt. Qui est-ce qu'ils allaient prendre Evan Guessant. Très bonne prise. 30 plus 5 depuis Nice. Donc, franchement, pas mal. Assez hypé par ça. Et continue d'avoir des top joueurs. Onana, Kamara, la paire du 4-2-3-1. C'est top. Peut-être qu'ils vont refaire avancer du coup Youri Tillmans. Et si Morgan Rogers poursuit son ascension, continue encore l'éclosion, ils auront assez. C'est sous Emery en plus. Très belle équipe qui sera solide. Jusqu'où parce que ça se bat très fort en haut. Mais voilà, peut-être que la classe moyenne va poursuivre son ascension. Ce sera ma question. Ce sera difficile de faire mieux que la saison actuelle. Mais s'il continue d'être au moins aussi solide que là, ça va encore faire des matchs très très difficiles, même pour les gros. Cette première ligue est stacked et hyper compétitive, hyper dense de talent, un peu de partout. Ok, ma troisième question, 8ème dans la hiérarchie. Amorim va-t-il relever Manchester United? Alors ça, il y a du boulot à United. Ils sortent d'une saison absolument calamiteuse, mais c'est enfin l'an 1 complet d'Amorim, avec un intersaison, avec du temps de préparation, avec peut-être un mercato, avec des joueurs qui vont mieux matcher à ses idées. United, en plus, c'est plutôt une bonne pré-saison. Je ne sais pas ce que ça vaut exactement. J'ai regardé quelques bouts de match, mais ils ont remporté la Premier League Summer Series. Voilà, le match de Bournemouth dont je parlais avec Eli Junior Croupi. C'était dans le cadre de 7 petits mini-tournois, je crois à Singapour, si je ne dis pas de bêtises, avec West Ham, Bournemouth et Everton. 2 victoires, 1 match nul pour Manchester United. Bruno Fernandes, notre super-héros de la saison dernière, il a gagné le Willou du super-héros. Il a encore une fois été assez extraordinaire. Et je suis curieux de voir quel 11 ils alignent. Est-ce qu'ils ont fait quelques grosses acquisitions? Bemo et Cunha, 2 des plus gros moves de l'été pour 75 millions chacun. C'est peut-être beaucoup, mais c'est sûr que ça fait du gros renfort offensif. Je me pose du coup la question de leur secteur offensif. À quoi ça va ressembler? Ils ont encore Højlund, ils ont encore Cirksé. Ils ajoutent Cunha et Mbeumo. Et apparemment, ils sont en pole position pour faire Šeško. Donc incroyable. Avec combien d'avant-centres est-ce qu'ils vont jouer? À quoi va ressembler le 3-4-2-1 de Ruben Amorim? Est-ce que Bruno Fernandes sera un cran plus bas? Est-ce qu'ils auront Mainoo Ugarte ou Bruno Ugarte? Il leur faut sans doute un milieu central en plus. Ouais, genre, par exemple Javi Guerra, pourquoi pas? Ça aurait pu être intéressant s'il l'avait fait. Mais ouais, grosse question Manchester United. Il y a aussi la question de la Coupe d'Afrique des Nations pour United, qui va perdre en décembre-janvier Bemo, Camerounais, Mazraoui, Marocain, Onana potentiellement s'il est encore un joueur de Manchester United au Cameroun. Et on parle de Baleba, le Camerounais, peut-être une rumeur pour Manchester United. Et enfin, bien sûr, un de leurs tout meilleurs joueurs de la saison dernière, qui a un rôle critique dans cette United d'Amorim, Amad Diallo, avec la Côte d'Ivoire. Ça va être un mois de décembre-janvier, un peu difficile pour Manchester United. C'est un problème supplémentaire pour leur saison. Mais voilà, j'ai la grosse question, Ruben Amorim. Enfin, une année complète pour lui. Est-il l'entraîneur qu'il faut à ce club? Et est-ce que ce club peut se sortir de son marasme? C'est une question qu'on pose chaque année à United. Mais là, ils ont vraiment un gros coach, un coach prometteur. Et ils ont fait un énorme mercato. Donc ouais, on verra. Un petit peu la même question pour Tottenham, avec Thomas Frank.
Mais là, peut-être qu'on est légèrement plus optimiste, ça se voit dans la question. Est-ce que Amorim va relever United? Mais pour Franck, est-ce qu'il peut être l'architecte des Spurs? Est-ce qu'il peut bâtir un nouveau Tottenham? J'aime beaucoup Thomas Frank, je pense que c'est un excellent coach. Et Postecoglou, pour, contre, on pouvait aller dans tous les sens. Si c'est pour le remplacer par Frank, pour moi c'est un grand oui. Je pense qu'il y a véritablement une upgrade. Le travail qu'il a fait avec Brentford, sa qualité, le fait qu'il soit autant aimé par ses joueurs, et la surperformance qu'il a réussi à générer avec un effectif, une des masses salariales les plus faibles de Première Ligue saison après saison, son rapport aux jeunes, et Tottenham a une des équipes les plus jeunes de Première Ligue. Ils ont beaucoup de petits cracks à faire exploser. Lucas Bergvall, 19 ans, on a commencé à le voir. Mais on peut parler de tous. Ils ont pris Kudus en plus, intéressant. Ils ont fait le transfert définitif de Matistel, donc il y a du volume offensif. Luka Vuskovic, Kota Takai en défense centrale, très intéressant. Même Van de Ven n'a que 24 ans. Franchement, Tottenham, il y a un effectif. Il y a quelque chose là. Et est-ce qu'ils peuvent être meilleurs un petit peu de partout, plus forts défensivement? Brentford, la saison dernière, sous Thomas Frank, bien sûr, Brentford et les coups de pied arrêtés, c'est une grande histoire d'amour. C'était peut-être la meilleure équipe sur coups de pied arrêtés de Première Ligue si on regarde les buts marqués sur coups de pied arrêtés versus les buts encaissés sur coups de pied arrêtés. Ils étaient à plus 11, personne n'a un meilleur total que eux, un meilleur ratio que eux, un meilleur plus-minus de coups de pied arrêtés que eux. Peut-être que Tottenham peut continuer de progresser là-dessus. Mon gros problème avec Tottenham, ma crainte, c'est que la saison a déjà mal démarré. Perdre Son à la rigueur à Los Angeles, c'était peut-être une bonne chose pour continuer le renouvellement de l'effectif. Perdre Maddison, par contre, peut-être les ligaments croisés, de ce que j'ai vu, ça c'est catastrophique. Et je suis un peu dégoûté. Mais joueur qui a tellement fait vibrer sur le très très bon début de saison de Tottenham, peut-être il y a 2 ans, sur les 10-15 premières journées, il était incroyable. Ce niveau de Maddison, c'était ouf. Et malheureusement, encore du coup, une grosse blessure pour lui. Tottenham va devoir réfléchir à comment constituer son 11 sans lui, parce qu'il était un joueur critique. C'est vraiment dommage, c'est un bémol. Mais quelque part, j'ai un petit espoir quand même pour ce Tottenham de Thomas Frank. On verra. Autre question, Newcastle. Newcastle est-il en grand danger? Alors, ça ne devait pas prendre ce virage. Ils sont qualifiés pour la Champions. Ils finissent 5e. Enfin, ils prennent leur directeur sportif. Mais peut-être que cette instabilité-là de l'état-major sportif, ils l'ont payé cet été avec le gros feuilleton Isak. Son désir de quitter Newcastle, on en est là, il n'est pas encore parti, mais s'il devait partir, alors qu'en plus, c'est apparemment United qui tient la corde pour faire Benjamin Šeško, là, ce serait vraiment cata, et aussi le signal que ça envoie. On en parlait un petit peu avec le départ d'Isak. Newcastle, le projet fait pas trop rêvé apparemment. Et la dernière fois qu'ils sont qualifiés pour la Champions, ils ont vécu une année assez difficile en Première Ligue. C'est peut-être un club qui est en train de prendre la mauvaise direction. Elanga, bonne recrue. 60 millions, c'est peut-être beaucoup pour un gars qui ne solutionne pas vraiment leurs problèmes face au bloc bas. Après, s'ils gardent Isak, Elanga, Gordon dans les grands espaces en transition, le bélier d'Eddie Howe, etc., ça fait flipper. Mais ils ont besoin encore de renforts. Ils n'ont pas beaucoup avancé sur leur mercato. Et ils ont bien sûr un gros dossier qui bloque un petit peu tous les autres. Donc ils sont dans une situation assez périlleuse. Et peut-être que ça pourrait être une des sous-performances, une des déceptions de 2025-2026 s'ils ne règlent pas leurs affaires sur les prochaines semaines. Est-ce que Newcastle est en grand danger cette saison? City, le retour, point d'interrogation, l'Empire contre-attaque, la vengeance de Pep. Où ira City en 25-26? Moi j'ai déjà commencé à placer mes billes en disant, après leur victoire contre la Juve, match que j'avais analysé, même si derrière ils se sont fait sortir sur la suite de la Coupe du Monde des clubs, en plus sur un match où Rodri n'avait pas démarré titulaire, alors que là on l'avait revu titulaire. Moi j'ai déjà commencé à dire attention au nouveau City, je les ai trouvés extraordinaires sur ce match. Rodri est de retour, ça change tout. L'arrivée de Reinders, c'était très très bien aussi. Et Pep a renouvelé son staff, ça se voit qu'il a faim. City, bête blessée, attention. Les deux Pep, Guardiola et Reinders, Rodri le ballon d'or de retour, un effectif qui a été bien rajeuni,
Gvardiol qui a fait une super saison et qui maintenant va être aligné sans doute aux côtés de Ruben Dias pour faire une belle charnière parce que Aït Nouri a été pris à gauche et ça apporte de la largeur. On en a parlé aussi dans cette analyse. Très très bonne prise, ça se voyait sur le terrain déjà, City était tellement plus menaçant. Tijani Reinders, excellent à mettre avec Rodri. Bernardo Silva toujours là, et Cherki qui a été pris pour un petit peu plus de créativité. Quand tu ajoutes ça à Savigno, Doku, des joueurs que je mettrais haut, Foden, Marmouche qui a été pris au mercato hivernal. Ouais, franchement, City, je crois, est de retour. Je pense que City va revenir très fort. Et City qui gagne le titre, me semble, c'est City, donc bien sûr c'est jamais impossible, mais c'est peut-être là-dessus que je partirais à l'heure actuelle. On verra, on a le temps de voir la fin du mercato pour faire les pronos officiels, mais c'est sûr qu'ils sont dans cette conversation. Ils peuvent reprendre la couronne, et il faut jamais sous-estimer un Pep Guardiola revanchard. Chelsea, et après ça il nous restera 3 dernières questions. Chelsea, le décollage. London, we have liftoff. Oui. L'opinion publique commence à respecter de plus en plus le projet de Chelsea. Il faut dire qu'il commence à prendre forme, pas seulement grâce à la victoire en finale de Coupe du Monde des clubs, pas seulement grâce à ce trophée, mais aussi parce que, franchement, il y a beaucoup de talent dans cette équipe. Le 11 commence à se dessiner, Maresca a fait plutôt du bon taf, et le mercato, on voit un club qui travaille sur des bons dossiers. Prendre Liam Delap, 35, très bien. Au pire, tu le revends plus cher. Yorel Hato pour renforcer avec une très très belle promesse le secteur défensif. Gittens, ça me semble pas si cher que ça. Estevao qui arrive, trop hâte de voir ça. João Pedro, c'est un peu cher, mais ce qu'on a vu déjà en Coupe du Monde des clubs, c'est très prometteur. Il faut vendre maintenant. Il faut consentir à des départs, plus encore que Madueke et Félix et Petrovic, etc. Il commence à y avoir beaucoup de monde sur le secteur offensif. Bien sûr, l'effectif de Chelsea, il est très, 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 très riche. Mais il y a une base qui est méga intéressante. On en a parlé toute la saison dernière. Caicedo, Enzo, Cole. Avec ça, tu as une super base sur laquelle construire. Romeo Lavia, c'est très, très bon aussi, très intéressant. Cucurella sort d'une méga saison et le secteur défensif a encore été renforcé. Peut-être qu'en charnière centrale, il y a une marge de progression, même si j'aime bien Colwill. Peut-être que le gardien, Robert Sanchez, c'est pas suffisant, même s'il a fait un très bon match contre le PSG en Coupe du Monde des clubs. Mais ouais, Chelsea a un bon core, et il faut pas oublier qu'à un moment, les 17 premières journées de Première Ligue, ils avaient perdu 2 matchs. Le premier contre City, c'était le City qui avait encore Rodri, et le deuxième, c'était contre Liverpool à Anfield. Ils étaient dans la conversation pour le titre à un moment. Ils ont fini 4e, à 5 points d'Arsenal, avec non seulement l'équipe la plus jeune de Première Ligue, mais l'équipe la plus jeune de l'histoire de la Première Ligue. Ils sont très prometteurs, ils sont très forts, déjà. Et on parle en plus d'un Xavi Simons, de peut-être quelques autres prises en plus. Ils ont peut-être pas fini leur mercato, et donc la fusée, on voit à quoi elle ressemble aujourd'hui. Et c'est peut-être l'heure du décollage pour un Chelsea qui retrouve la Champions, en plus qui est vraiment une des équipes à suivre de la saison. Prétendante au titre en 2025-2026, c'est quoi leur niveau ? Est-ce qu'on va vivre le vrai décollage des Blues ? Grosse question pour la saison qui arrive. Il nous reste 2 clubs. D'abord Arsenal. Est-ce que c'est maintenant ? La saison dernière, 3e seconde place consécutive pour Arsenal. C'est bien. C'est peut-être pas assez de faire 14 matchs nuls. Un vrai manque de puissance de feu offensive. Bien sûr, 17 buts de moins que Liverpool, sur les XG aussi. C'était assez critique. Arsenal doit s'équiper offensivement. Ils ont commencé à le faire avec Gyökeres, avec Madueke. Est-ce qu'il faut encore une prise ou 2 en plus ? Ils ont beaucoup investi. Ils ont moins acheté que Liverpool, mais ils ont tellement peu vendu pour l'instant que leur balance des transferts, moins 216 millions, c'est la balance la plus lourde de toute la Première Ligue. Personne est à moins 216 millions. Ouais, Arsenal est en train de mettre les moyens, parce que c'est vrai, après les saisons qu'ils ont faites, qui sont des bonnes saisons, qui sont des vraies saisons de progression, top 2 de Première Ligue sur les 3 dernières années, top 4 de Champions en ayant fait la demi-finale en perdant seulement contre le Paris Saint-Germain, même la Carabao Cup, ils le perdent contre le futur vainqueur Newcastle. Mais tout ça, c'est très bien. Maintenant, ce qui reste, la seule marge de progression qui reste à Arsenal, c'est de gagner un trophée. Un gros trophée. Donc c'est un petit peu ils sont un petit peu dos au mur, presque à cause de leur forte progression. Mais c'est ça.
le standing que vise Arsenal. C'était un gros club maintenant il faut les gros trophées. Donc c'est maintenant, ils sont passés en mode win now. Ça se voit effectivement avec par exemple la prise de Gyökeres. Il est temps de tirer profit de la maturité niveau âge par exemple d'un Martin Odegaard, 26 ans, de Declan Rice, 26 ans. Ils ont pris Zubimendi, 26 ans, pareil, c'est très win now. Saliba, 24, Gabriel, 27. Cet effectif, Raya, 29, il est arrivé à maturité. Saka aura 24 ans en septembre. L'effectif est arrivé à maturité. Il est temps de faire des renforts de qualité pour véritablement te propulser et te faire passer premier. C'est l'objectif d'Arsenal, être champion d'Angleterre, rien de moins. Mais il y a peut-être une équipe dont l'objectif est encore au-dessus, Liverpool. La patience puis l'effroi, leur stratégie de mercato qu'on analysait l'autre jour. Mais maintenant, Liverpool, la vraie question, après l'or, peuvent-ils viser l'histoire? Ils sont champions en titre de Première Ligue, oui. Mais peut-être qu'ils peuvent faire encore mieux. Champions avec 84 points, même si aucune victoire sur les 4 derniers matchs à partir du moment où ils étaient champions. C'était un très beau champion, mais c'est pas un des grands champions des dernières années. C'est pas un champion à 100 points. Pour faire 100 points, on sait, tu as besoin d'être challengé jusqu'au bout. C'est peut-être la saison où Liverpool va être challengé jusqu'au bout par plus de clubs, même 2 ou 3 clubs qui vont se mêler à la course pour le titre en Première Ligue, en plus de Liverpool, je veux dire. Donc peut-être il y aura cette concurrence-là qui te pousse à tout donner jusqu'à la 38e journée et faire une saison à 100 points, faire une saison monumentale, mythologique. Liverpool a la qualité pour. Champion en titre, qui ajoute pour 350 de joueurs, 350 millions de joueurs, peut-être plus si Isak arrive effectivement, qui prend Wirtz 125, Ekitike 95, Kerkez et Frimpong. Ils sont tellement équipés offensivement. Ils font un des plus gros mercatos de ce siècle, et même dans le sens des départs. Ils ont vendu Dias 70 à 28 ans, Kwanza 35, même si là il y avait un petit peu un deal de comptabilité, je pense, avec Leverkusen qui a envoyé Wirtz dans l'autre sens. Ils ont vendu Tyler Morton chez nous. Si c'est 10, ça va. S'il lui restait plus qu'un an de contrat, comme on entend, ça va. Mais c'est quand même très bien vendu. Les supporters de Liverpool étaient contents. Et si c'est plutôt 15 millions de livres, comme Romano dit, à un an de la fin de son contrat, avec des pourcentages à la revente, 20% et tout, je pense que c'est très bien vendu. Dans l'ensemble, honnêtement, Liverpool a bien vendu. Même le fait de tirer une indemnité d'Alexander Arnold en fin de contrat pour qu'il joue la Coupe du Monde des clubs avec le Real. Du coup, sur la balance des transferts, au total, moins 165, c'est moins, par exemple, qu'Arsenal. Et on sait qu'ils avaient des cartouches avec le fait de ne pas avoir fait de gros mercato. Saison dernière, ils vont peut-être vendre Darwin aussi, j'ai pas dit, en Arabie Saoudite pour 60-70. Mais ils ont encore besoin de se renforcer. Il n'y a que 3 véritables défenseurs centraux derrière Konaté, Van Dijk, Gomez. Et Gomez, on sait qu'il est souvent blessé, il n'est toujours pas remis là actuellement. Robertson a un petit peu dépanné sur les matchs que j'ai vus de cette pré-saison, mais c'est pas suffisant. Gravenberch a un petit peu tiré la langue sur la fin de saison en tant que milieu défensif. Il va y avoir du travail défensivement, parce que sur les transitions, on en a déjà parlé, à la perte, quand il y a Kerkez et Frimpong très haut, ça peut un petit peu souffrir derrière. Et il y a encore une équation tactique à résoudre pour Arne Slot. Mais la base sur laquelle ils sont en train de construire et leurs ambitions, je crois que c'est plus que gagner. C'est gagner et entrer dans les livres d'histoire. C'est peut-être Liverpool 2025-2026, on veut être comme le PSG 24-25, ou le City 22-23, ou le Bayern 2019-2020. Liverpool, grande équipe du siècle, point d'interrogation. On verra, ils ont peut-être les ressources qu'il faut pour. Il y a la Champions. La Champions, c'est ce qui te permet aussi d'être une des grandes équipes du siècle, mais ça met aussi un petit peu plus de pression sur le parcours en Première Ligue. L'année dernière, Liverpool sort très tôt de la Champions, contre le Paris Saint-Germain en 8e de finale. Là, visiblement, on peut parier sur plus qu'un 8e de finale peut-être pour Liverpool. Ils n'auront peut-être pas la malchance de tomber contre le futur vainqueur et une des meilleures équipes du siècle en 8e de finale. Dans ce cas-là, peut-être ça irait un petit peu plus loin. Ça mettrait un petit peu plus de pression et de minutes dans un effectif où sur le secteur défensif notamment, il y a encore des renforts à faire en réalité. Mais ouais, c'est ça la question pour Liverpool. Et donc une fois qu'on a dit tout ça, la grande question, celle du titre, va-t-on vivre la Première Ligue du siècle? Parce que moi, quand je vois cette PL, tous les gros ont renforcé leur secteur offensif massivement.
Je suis tellement hypé par le début de saison parce que j'ai hâte de voir Liverpool avec Wirtz, Ekitike, Frimpong, Kerkez, peut-être Isak. Genre 5 joueurs de niveau titulaire qui, je sais pas si les 5 peuvent rentrer dans leur 11. À un moment, tu peux jouer que à 11. Mais les achats qu'ils ont fait devant, quelles explosions est-ce qu'on va voir à Anfield? Arsenal a enfin son gros neuf. Les premiers pas de Gyökeres en première ligue, trop hâte de suivre ça. Ils ont pris Madueke, peut-être qu'ils vont prendre Eze, peut-être qu'ils veulent prendre un ailier gauche, peut-être qu'ils vont continuer de se renforcer encore, mais ils ont fait déjà 2 grosses prises sur le secteur offensif. Manchester United, si on parle un gros club, mais qui prend Bemo, qui prend Cunha, et peut-être va prendre Šeško, peut-être au total pour genre 250 millions d'euros, et qui a déjà Højlund, qui a déjà Cirksé, qu'est-ce que ça va donner offensivement? Chelsea, où est-ce qu'ils sont ici? Ils ont fait Pedro, ils ont fait Delap, ils ont fait Gittens, ils ont fait Estevao, mais peut-être aussi Xavi Simons, peut-être Garnacho dont on entend parler. Pareil, leur secteur offensif, mais ils ont ajouté 5 ou 6 pièces à la fin. City, Cherki, Reinders, Aït-Nouri pour la largeur, très important. Tottenham, où est-ce qu'ils sont ici, qui ajoutent Kudus aussi. Il y a tellement de gros clubs qui ont ajouté tellement de grosses pièces offensives. Pas mal de transferts intra-Première Ligue aussi, où on connaît la qualité des joueurs. C'est pas juste des talents sur lesquels tu mises, peut-être, etc. C'est des joueurs qui arrivent, qui font le switch, par exemple, comme United qui a pris Cunha et Mbeumo, Chelsea qui prend Delap et João Pedro, etc. Donc, trop hâte de voir ça. La puissance de feu offensive des gros, c'est assez spectaculaire et je pense que ça va nous donner un début de saison où chaque match, tu as envie de te brancher dessus pour voir, ok, les premiers matchs de numéro 9, en plus, c'est tellement kiffant, il y a tellement d'enjeux dessus. Donc ça me hype. Après, ça reste toujours autant la Première Ligue, le gratin mondial des entraîneurs. Guardiola, Arteta, Howe, Emery, Iraola, même les petits, Fark que j'aime beaucoup, Oliver Glasner à Palace, Maresca qui montre des choses hyper intéressantes, Fabien Hurtzeler, le coach le plus jeune de Première Ligue, un des coachs les plus jeunes des 5 championnats majeurs, Slot on n'en a pas parlé, Amorim, Thomas Frank, tellement de bons entraîneurs. Ça reste autant le magnet, l'aimant à entraîneur, que tactiquement ce que tu vois, c'est de très très haut niveau. Et enfin, ouais, la Première Ligue du siècle, parce que je peux sincèrement imaginer cette saison 4 équipes à la lutte pour le titre. Liverpool, Arsenal, City, Chelsea. Chelsea qui l'a été pendant un moment, City qui est de retour, Arsenal et Liverpool, on sait. Je peux imaginer ces 4 équipes se tirer la bourre pendant un moment pour aller remporter le titre de Première Ligue. Ce qui serait incroyable. Et je peux imaginer 10 à 12 équipes. On a parlé de la classe moyenne. Il y a des clubs même en dessous qui ont investi massivement. Je peux imaginer 10 à 12 équipes se battre, ça semble dingue à dire, mais pour les places de Champions. Je peux imaginer qu'à la fin, il y a un club qui finit 10e et qui se dit « Ah, franchement, il y a des regrets parce qu'une autre année, on aurait fait 4e ou 5e. » Avec la qualité qu'on a, avec la qualité qu'on a montrée, mais juste, il y a trop de densité de qualité sur cette Première Ligue. Et à la fin, il n'y a que 4 ou 5 places pour aller chercher la Champions. Mais honnêtement, on était bon, on aurait pu le faire. Je peux totalement l'imaginer. La densité de talent, la densité de projets intéressants est telle, encore plus avec l'ascension de cette classe moyenne, qu'aujourd'hui, tu es un club de Première Ligue, même de haut de tableau, tu regardes ton calendrier, il n'y a pas beaucoup de matchs où tu te dis, bon, là, ça va, tranquille, normalement, c'est 3 points, réfléchissons plutôt au prochain match. Non, tous les matchs, quasi, font vachement peur. J'ai la sensation qu'on est un petit peu à un point culminant de la Première Ligue. On est un petit peu au zénith de la Première Ligue. Ça fait quelques années déjà qu'on va dans cette direction. Ce méga championnat dont la force d'attraction aspire tous les talents et attire tous les regards. Ça fait longtemps que la Première Ligue est au centre de l'univers, au centre de la galaxie football. Mais je pense que 2025-2026, ça va être encore plus un trou noir de gravité. Je pense qu'on est encore plus, on est au zénith, on va voir quelque chose qu'on n'a jamais vu. Et vu les montants investis, vu la pression qui est exercée, et les échecs, les fracas, les flops qui vont forcément survenir, ils vont être assourdissants, ils vont être énormes, ils vont être spectaculaires. Mais de l'autre côté, les réussites, c'est peut-être la naissance de quelques-unes des grandes équipes de ce siècle. Comme on a dit, peut-être qu'un Liverpool 25-26, c'est un Bayern 19-20, c'est un Paris 24-25 ou un City 22-23. Peut-être qu'on aura une course au titre à plus que 2, à 3, peut-être à 4. Peut-être qu'on a un membre de la classe moyenne qui s'immisce dans cette course pendant un moment. Je ne vais pas dire à la Leicester, il n'y aura jamais rien comme Leicester.
Mais je sais pas. Je crois qu'on va avoir un véritable feu d'artifice et j'espère avoir mis en lumière les quelques raisons pour lesquelles j'y crois vraiment. Première Ligue 2025-2026. Attention, cette vidéo n'est pas sponsorisée par Canal+, elle n'est pas sponsorisée par votre chaîne locale qui retransmet la Première Ligue. Je suis toujours très hype par la Première Ligue. Elle me déçoit rarement et je crois que cette saison, ça va être très très costaud. Donc déjà hâte du Community Shield, c'est quelque chose, mais après que ça démarre, le 15 août, dans 9 jours. Et dès dimanche, on a United Arsenal à Old Trafford. Peut-être Šeško contre Gyökeres. Šeško contre Gyökeres. Peut-être. Dans 10 jours. Prenez soin de vous les potes et on se dit à très vite. Bisous.